Bonjour à vous, maîtres du portail, les chefs de cuisine, les gourmands et tout autre. Désolé de ne pas avoir fait de vidéo d'histoire rapidement, mais le confinement, le Covid-19, les cours virtuels, tout ça, ça a un peu tout bouleversé. Mais me voilà enfin chez moi. Pas de bac. Purée, pas de bac, mais c'est trop bien! Wouhou, pas de bac! Mais t'as entendu ça de faire là? Je m'en fous, fais ta vidéo! Je peux enfin me détendre et jouer. Et surtout, déguster de bons plats qui remontent parfois le moral. Vous l'aurez compris, je ne vais pas parler de batailles, de pays ou de personnages historiques, mais de nourriture. Cela paraît débile de raconter l'histoire de certains plats, mais croyez-moi, il y a des choses surprenantes avec. Allez, prenez place et régalez-vous devant mon menu du jour, l'histoire de la création de 3 plats. Pocon, se sta troppo rapportato a posto che si dovrà far creato. È tutto. Spaghetti! Pizza. La pizza n'est pas récente. Pour savoir son origine, il faut remonter très loin dans le passé. À l'époque du Paléolithique supérieur, de 45 000 à 9 000 avant Jésus-Christ, les hommes avaient créé comme outil le meule. On estime probablement qu'ils auraient moulu des céréales sauvages et des racines féculentes pour donner une sorte de pâte. Et je dis on estime probablement parce qu'on n'a pas assez de preuves qui pourraient le confirmer. À l'époque, l'écriture n'existait pas encore, et ils n'avaient pas de livre de recettes comme aujourd'hui. À partir du 4e millénaire avant Jésus-Christ, les fours permettent de cuire la pâte. Un nouveau plat voit le jour, la fouasse. La pratique de cette dernière par les différentes civilisations de l'Antiquité va améliorer sa fabrication. Dans l'antique Égypte, les boulangers professionnels découvrent l'effet de la levure. Elle permet la fermentation des matières organiques végétales de la fouasse qui avant se faisait par hasard. C'est de la physique-chimie, j'ai pas trop compris tout le reste. Il était coutume chez les Égyptiens de manger de la fouasse assaisonnée le jour de l'anniversaire du pharaon, une sorte de fête nationale quoi. Chez les Perses, au temps du roi Darius le Grand au 6e siècle, il existait des histoires qui racontent que des soldats, après un combat, fabriquaient du pain sur leur bouclier et le consommaient avec du fromage et des dattes. Tranquille, ils ont inventé le casse-croûte de midi. Avec les recettes de fouasse qu'Hérodote apporte de ses voyages chez les Babyloniens, les Grecs vont adopter la pâte et la levure. C'est à partir de là que va apparaître le premier terme de la pizza. Pizza viendrait donc du mot grec pita qui signifie fouasse, galette. Dans leur colonie de l'Italie méridionale et en Sicile, ils découvrent que le peuple des Étrusques chauffe la fouasse sur des pierres chaudes et la mange avec plusieurs garnitures. Les Grecs changent la recette en garnissant la fouasse bien avant la cuisson. Les Romains reprendront les recettes et les méthodes de préparation pour ce mets savoureux qu'ils nomment panis focacius. Panis pour le pain et focus pour le feu, le fourneau. Pain au feu quoi. Au cours des siècles, ce mets se répand dans toute l'Italie et l'Empire romain. Chaque région de l'Empire a adopté sa recette, et certaines existent encore aujourd'hui, dans lesquelles ils utilisent des ingrédients de l'époque. Pour l'instant, l'ancêtre de la pizza n'est que la base. Même si on ajoute parfois quelques ingrédients, ceux-ci ne sont pas gardés comme ingrédients nécessaires. C'est pendant le Moyen-Âge et la Renaissance que la pizza va connaître un développement. Les Lombards, peuple germanique, conquièrent l'Italie. Ils apportent avec eux la buffesse, une bœuf femelle quoi. C'est en exploitant son lait que les Lombards fabriquent la mozzarella. Elle sera pour le peuple italien la nouvelle fouasse. Le mot pizza apparaît pour la première fois en 997. L'origine de ce mot n'est pas sûre, mais certains appuient qu'il viendrait de Naples. Après, cela reste une certaine légende pour attribuer le fait que Naples est le foyer de la pizza, mais on y reviendra plus tard. La pizza est un mets simple, et elle est considérée à l'époque comme le repas du pauvre. Servi dans des banquets royaux ou des cantines de pauvres, on ajoutait parfois quelques éléments. Un peu d'oignon, d'huile, du lard gras, des herbes ou des olives. Avec la découverte du Nouveau Monde, les Espagnols apportent de nouveaux ingrédients, dont un indispensable pour la pizza actuelle, la tomate. Depuis 1422, Naples était sous la domination espagnole et va connaître ce fruit inconnu pour les Européens. Il faut bien comprendre qu'à sa découverte, la tomate n'était pas considérée comme un fruit alimentaire, mais un fruit toxique pour l'aménagement de jardins. C'est grâce à l'inconscience d'un Napolitain au XVIe siècle que la tomate va être utilisée comme élément sur la fouasse. Il voulait s'en servir comme garniture sur sa fouasse. Il survit et recommence l'expérience pour en être sûr. Les familles modestes de Naples apprirent ce fait et commencèrent à garnir leur pain sec ou leur fouasse de tomates.
Cette combinaison de la tomate et de la pâte s'étend dans tout Naples. Une guilde napolitaine est créée et se distingue des boulangers. Ils préparent la pâte, la cuisent avec la tomate et les donnent aux paysans. La consommation de ce plat populaire napolitain commence. La pratique de la sauce tomate à la fin du XVIIe siècle modifie de plus en plus le plat. Des voyageurs du XVIIIe siècle racontent le commerce de ces pizzas dans les quartiers les plus pauvres. Des fournils vendaient les pizzas aux paysans qui la mangèrent chez eux. Des garçons boulangers emportaient les pizzas dans de petits récipients de cuivre aux clients potentiels. Les premières pizzerias naissent peu à peu. On commence à installer des comptoirs, des étagères qui exposent les ingrédients, des tables et des chaises dehors du fournil pour que les clients attendent et la mangent sur place. Les premières dynasties de pizzaiolo naissent en 1780 et c'est à partir de 1830 que la première pizzeria officielle voit le jour à Naples, Port Alba, et elle existe toujours aujourd'hui. À travers ces siècles, de nombreux ingrédients ont été employés pour donner de la faveur à la pizza et la garnir. Le peuple napolitain en fait son symbole, son plat quotidien. Pour sa diffusion à l'échelle internationale, ce sera grâce à un événement. En juin 1889, le roi d'Italie Humbert Ier et la reine Marguerite de Savoie séjournent à Naples. Ayant entendu parler du plat des pauvres, ils se rendent dans la pizzeria Pietro il Pizzaiolo pour la déguster. Aujourd'hui, Pizzeria Brandi. Le propriétaire, Raffaele Esposito, est stupéfait. Le roi, dans toute sa noblesse, ne voulait pas dîner avec de simples citoyens, et demanda alors qu'on lui livre la pizza à la résidence royale. Raffaele cuisit 3 pizzas différentes. La Mastunicola, la Marinara, et enfin la Monarque. Cette dernière est composée de mozzarella, de tomates et de basilic, les 3 couleurs du drapeau national italien. Apparemment, celle-ci a dû plaire à la reine et Raffaele la rebaptisa sous le nom de pizza margherita, en faisant de cette dernière le symbole gastronomique du pays. Toute l'Italie voulait goûter à ce plat préféré de la reine. La recette de la pizza se propage dans tout le pays. Tout le monde l'a consommée, pauvres, bourgeois, jusqu'à la famille royale. Les émigrés italiens répandent le plat dans le monde entier et la pizza devient jusqu'à nos jours un patrimoine gastronomique de l'humanité. Partons maintenant en Autriche au XVIIe siècle pour savoir comment est né le croissant. Même s'il existe des traces que le croissant a existé bien avant de ce que je vais vous parler, ce n'est pas le croissant qui se mange, c'est juste un symbole. À la fin du Moyen-Âge, l'Empire ottoman devient une menace pour le monde chrétien à l'Est. Il contrôle la Turquie actuelle, les restes de l'Empire byzantin, la Grèce et les Balkans. Face à eux, la Hongrie, l'Autriche et le Saint-Empire romain germanique. Mais de nombreux événements vont troubler les royaumes. Le Saint-Empire s'affaiblit et les Habsbourg montent sur le trône. Parmi eux, Charles Quint, qui est à la fois roi d'Espagne et empereur du Saint-Empire. François Ier le voit comme un dangereux adversaire et s'allie donc aux Ottomans avec Soliman le Magnifique. Et de plus, le nuage des guerres de religion couvre l'Europe qui doit régler la question protestante. Les Ottomans ne sont pas alors contre toute l'Europe. Seules la Hongrie et l'Autriche font barrière aux Ottomans. Les guerres austro-turques commencent. Les Ottomans font des campagnes et assiègent les villes autrichiennes. Avançons jusqu'en 1683 où l'Empire ottoman s'est plutôt bien étendu dans les territoires autrichiens et hongrois. Suite à une guerre contre la Russie, le sultan Mehmed IV aimerait prendre quelques territoires des Habsbourg. Il trouve un allié qui souhaite lui aussi annexer des territoires à l'ouest, Louis XIV. Oui, on est comme ça, on est potes avec les Ottomans. L'empereur Léopold Ier a fort à faire avec les insurgés hongrois protestants. Louis XIV pousse les insurgés à refuser toute réconciliation. Il affirme au sultan que si un conflit entre les Ottomans et les Habsbourg éclate, la France restera neutre. À Vienne, la diplomatie de l'empereur s'occupe à créer une coalition contre la France plutôt que l'Empire ottoman. Mehmed IV saute sur l'occasion. De plus, il ne veut pas renouveler la paix de Vasvar depuis la dernière guerre contre les Autrichiens. Il décide de déclarer la guerre à Léopold Ier en août 1682. Le Saint-Empire et son seul allié, la Pologne, rassemblent leurs forces. L'armée de Mehmed IV se réunit à Belgrade et il annonce à son conseil l'intention de prendre Vienne. Le 2 juillet, ils sont face à l'armée impériale commandée par le duc Charles V de Lorraine. Ces derniers tentent de les freiner, mais ils se font battre. Les Ottomans arrivent devant Vienne le 14 juillet et commencent le siège. 130 000 Turcs, sous les ordres du chef de guerre Kara Mustafa, contre le comte Ernst Rüdiger von Starhemberg. Comme tous les sièges, c'est long, et c'est dur de franchir les murailles de la ville. Mustafa décide de profiter de la nuit pour creuser un passage souterrain vers la ville.
Cela semblait être un jeu d'enfant. Les habitants, les gardes, tout le monde dormait. Tous? Pas tout à fait. Des boulangers se levèrent tôt pour aller allumer leur fournil. Ils entendent des bruits provenant du sous-sol, et ils comprennent que les Turcs sont en train de pénétrer en dessous de la ville. Ils alertent alors les défenseurs qui repoussent cette attaque. Les Ottomans n'abandonnent pas encore la partie. Le 12 septembre, alors que les murailles furent presque détruites, la grande armée du roi de Pologne attaque les Ottomans. La bataille de Kahlenberg repousse ainsi l'armée ottomane et mit fin au siège de Vienne. Léopold Ier accordera de nombreux privilèges aux boulangers de la ville, considérés comme les sauveurs de Vienne. Ces derniers confectionnent un petit pain à la forme d'un croissant de lune, comme le symbole sur les étendards de l'Empire ottoman. C'est depuis ce jour qu'une expression autrichienne est née. Manger un croissant, c'est manger un turc. Plutôt sympa, non? Tout comme la pizza en Italie, le croissant va s'étendre dans toute l'Autriche et aux pays voisins. Pour le cas de la France, c'est grâce à Marie-Antoinette d'Autriche, mariée à Louis XVI. En 1770, elle introduit le croissant en France et le popularise. Enfin, pas pour très longtemps. Il faudra attendre le Second Empire pour que le croissant revienne à la mode. Le croissant connaîtra aussi quelques modifications. Ce sont les pâtissiers qui lui donneront une forme particulière, afin de se démarquer des boulangers, encore une fois. Ils le préparent avec de la pâte feuilletée. Enfin, au XXe siècle, le croissant se diffuse dans le monde et devient un mets presque indispensable pour nos petits déjeuners. La prochaine fois que vous mangerez un croissant, pensez au courageux boulanger du siège de Vienne. Faisons un petit tour dans l'Antiquité pour déguster la bouillabaisse. Si beaucoup croient que la bouillabaisse est marseillaise, c'est pas entièrement vrai. Marseille est fondée au 7e siècle avant Jésus-Christ par les Grecs, sous le nom de Massalia. Ils amènent un plat de chez eux, le kakavia, un ragoût de poisson que les pêcheurs cuisinaient à partir de restes ou d'individus. C'était un plat très consommé par les pauvres à Massalia. Il connaîtra quelques modifications très tardivement dans l'histoire, et sera ensuite considéré comme un plat traditionnel de Marseille. Bon, là je ne vais pas parler de l'histoire du plat à travers les époques, car il n'y a pas trop de changements, la recette reste toujours la même. Ce qui est drôle à savoir, c'est qu'il y a un lien avec une histoire de la mythologie romaine. Effectivement, Vénus, la déesse de l'amour, avait une histoire d'amour avec son amant, le dieu de la guerre, Mars. Mais elle est déjà mariée à Vulcain, et on peut la comprendre, c'est pas trop le meilleur mari à avoir. C'est le dieu de la forge des dieux, il est laid et boiteux. Donc, pour se débarrasser de Vulcain, elle lui fait manger une soupe de poisson, ressemblant à une bouillabaisse, pour le faire dormir, et elle partit ensuite rejoindre Mars. Voilà une astuce efficace pour les couples, donnez de la bouillabaisse à votre mari, pour ensuite le tromper avec votre amant. Mais c'est pas un peu stupide comme histoire ça? Non. Enfin voilà, et finissons ce repas avec un bon dessert. Et quoi de mieux qu'une charlotte au chocolat? Ah, j'adore ça. Savez-vous d'ailleurs que ce dessert a été nommé de ce nom pour rendre hommage à l'épouse du roi d'Angleterre George III, la princesse Charlotte, qui est la grand-mère de Victoria? Purée, qu'est-ce qu'on apprend avec ces desserts? Enfin voilà, cher maître du portail, chef de cuisine, gourmand et tout autre, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Ainsi, vous aurez de quoi raconter pendant vos repas si vous vous ennuyez. N'hésitez pas à commenter, partager, aimer, lien du Discord dans la description, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'histoire.